Chers collègues, nous terminons notre après-midi d'audition en revenant à la demande de notre rapporteur à la situation d'IN Group, société anonyme à capitaux publics héritière de l'imprimerie nationale et à ses pratiques en matière de commande publique. Le 9 avril dernier, notre commission d'enquête a entendu sur ces questions M. Didier Truth, président du conseil d'administration d'IN Group, M. Hugues Souparis, ancien président de Suris, et M. Frédéric Trojani, ancien directeur général de Suris. Je rappelle qu'IN Group exerce sous le contrôle de l'Agence nationale des titres sécurisés le monopole de la réalisation, entre autres, des titres d'identité et des passeports qui comportent des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher leur falsification. La société Suris, quant à elle, est spécialisée dans les hologrammes de sécurité que l'on retrouve notamment sur les titres d'identité et les billets de banque. Cette dernière a été rachetée par IN Group à la veille de la crise sanitaire qui a provoqué un fort ralentissement de la demande de passeport et par voie de conséquence, une dévalorisation de Suris dans des proportions importantes. Pour terminer notre série d'auditions consacrée à ce sujet, nous recevons M. Cosimo Prete, président de l'entreprise Crime Science Technology, CST. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure ». Merci. Créée en 2010, votre société CST développe et commercialise des technologies pour l'identification de personnes et des éléments de sécurité pour les documents d'identité et les billets de banque. Ainsi, avez-vous développé une technologie de sécurisation des documents d'identité baptisée Optical Variable Material, OVM, et à laquelle recourent aujourd'hui une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, pour la fabrication de leurs titres d'identité. Nous vous serions gré de bien vouloir nous en présenter les principales caractéristiques de la façon à la fois la plus pédagogique et la plus précise possible. Vous avez proposé par ailleurs à IN Group de recourir à cette technologie innovante pour la fabrication de nouvelles cartes d'identité électronique françaises. Or, aucune suite n'aurait été donnée à votre initiative, IN Group retenant finalement une autre solution. Vous aurez dans un instant l'occasion de revenir sur cette démarche et de nous expliquer en quoi la solution choisie par IN Group vous paraît moins performante que la technologie OVM. Enfin, au cours de son audition, M. Didier Truth s'est interrogé sur la capacité de votre entreprise au moment de l'élaboration de la carte nationale d'identité électronique sur votre capacité justement à fournir des dispositifs de sécurité pour 6 à 8 millions de cartes par an. Nous souhaiterions par conséquent que vous puissiez nous indiquer ce qu'il en est. Par ailleurs, vous pourrez nous faire part de votre expérience de la commande publique dans les autres pays de l'Union européenne. Comment se distingue-t-elle cette commande publique extra-française des procédures en vigueur dans notre pays? Je vous laisse maintenant la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, le rapporteur vous interrogera, tout comme les membres de notre commission d'enquête. Et je vous rappelle pour conclure cette introduction que si vous estimez que des éléments qui vous sont demandés sont couverts par le secret des affaires, vous pouvez refuser de les fournir dans le cadre de la présente audition publique. Vous devrez toutefois nous les communiquer par écrit dans les jours qui suivront. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci pour cette opportunité de partager notre expérience en matière de commande publique. Laissez-moi peut-être me présenter brièvement. Donc, Cosimo Prete, effectivement le président fondateur de CST pour Crime Science Technology. Je suis un ancien fonctionnaire de police scientifique de formation. J'ai exercé dans un des 5 laboratoires en France. Il y en a à Lille, Paris, Toulouse, Marseille et Lyon. J'ai exercé notamment au laboratoire de Lille dans la section documents, traces, écriture manuscrite, où j'avais le privilège, notamment à l'époque, de contribuer à l'examen des documents français et à leur conception, en particulier ce qu'allait devenir la nouvelle carte nationale d'identité électronique. J'étais régulièrement sollicité à l'époque pour mon expertise et j'étais en particulier convoqué par l'ANTS et l'imprimerie nationale sur ce sujet. En 2010, j'ai créé CST afin de bâtir des ponts entre le monde de la recherche académique, les industriels et les besoins opérationnels du terrain.
Et il y a une problématique qui est rapidement apparue, qui est à la fois une opportunité assez extraordinaire, c'est que les documents d'identité, ce qu'on appelle couramment papier d'identité, c'est un abus de langage. On devrait dire aujourd'hui plastique d'identité et non papier d'identité, car ils sont de moins en moins en papier, mais de plus en plus en plastique. Avec ce changement de matériaux, s'offraient de nouvelles opportunités en matière de sécurité pour le titre. Le papier, typiquement, on le compare souvent au papier à billet de banque, il est sécurisé en soi. Il y a des sécurités que le grand public connaisse, notamment le fameux filigrane que l'on retrouve sur les billets de banque. Or, lorsqu'on a pris l'initiative de passer du support papier au support plastique, notamment suite à la réglementation européenne de 2018, qui demandait à tous les États membres d'intégrer l'identité numérique à travers le support, il fallait passer du papier au plastique pour embarquer de l'électronique. Or, une nouvelle opportunité est apparue parce que le plastique qui allait servir à fabriquer votre nouvelle carte d'identité, mais aussi votre permis de conduire ou encore votre titre de séjour, n'était pas sécurisé en soi, comme pouvait l'être le papier. Et donc, il y avait une opportunité technologique. Et c'est à cette époque que nous avons décidé avec mes équipes de chercheurs, dont certains d'entre eux sont des docteurs issus de l'École normale supérieure de Cachan, donc des spécialistes notamment en ingénierie moléculaire et en particulier dans la chimie de la couleur, que nous avons mis au point une technologie baptisée OVM, pour Optical Variable Material. Derrière cet anglicisme se cache quelque chose d'extrêmement simple. En fait, il s'agit d'un procédé qui va changer de couleur en fonction des conditions d'observation et d'éclairage, et ce, en référence directe au règlement de l'Union européenne, qui dépend lui-même de la réglementation internationale de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Si je veux rendre les choses extrêmement simples, suite aux attentats du 11 septembre, les pays se sont réunis et ont décidé d'établir des minimums de standards pour les documents de voyage et leur sécurité. Le document de voyage le plus répandu dans le monde et le plus connu est très certainement le passeport. On va vous dire, votre passeport fait tel format, il y a une photo, il y a une encre de sécurité de base, des encres de sécurité plus élaborées qui vont changer de couleur en fonction de l'environnement, mais aussi un hologramme par exemple. Et toutes ces technologies sont complémentaires. Et il y en a environ une dizaine, pour faire très très simple. Et tout ceci est repris par le règlement de l'Union européenne, de manière encore plus fine, où on va retrouver toutes ces sécurités qui sont ce qu'on appelle des éléments de sécurité obligatoires. Ils constituent le socle commun obligatoire auquel tous les pays membres vont devoir répondre sans exception. Et donc aller se fournir auprès des différents fournisseurs pour pouvoir finalement assembler toute sécurité et en faire un document d'identité pleinement. Et donc notre technologie, de manière très simple, elle va changer de couleur en fonction de son environnement. À titre d'exemple, vous voyez, si je la mets aujourd'hui sur ce support qui est blanc, vous la voyez vert. Et si je fais ça sur ma veste, le document est devenu rouge. Mais il aurait pu être bleu, à l'image du code couleur de la République, comme sur ce passeport que vous voyez là, et changer de couleur, et vous voyez, devenir rouge pour rappeler le code couleur de la République. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un contrôle a lieu sur le terrain, par un fonctionnaire lambda, dirais-je, en particulier un fonctionnaire de police et de gendarmerie, il n'a à peine que quelques secondes pour vérifier l'authenticité de votre document. Et ce qui est très compliqué pour lui, c'est qu'il ne brasse pas que des documents français. Il y a des documents de toutes les nationalités. Donc il a besoin d'avoir ce qu'on appelle des sécurités, et si on va être plus précis dans notre jargon, ce qu'on appelle des éléments de sécurité, qu'il peut identifier d'un simple geste, sans formation spécifique. C'est ce qu'on appelle dites des sécurités de niveau 1, qu'on peut voir ou toucher, voire même entendre pour certaines d'entre elles. Il existe un deuxième niveau de contrôle, un peu plus sophistiqué. On va prendre une petite lampe UV et on va éclairer vos documents avec une lampe UV. Je pourrais faire la démonstration si vous le souhaitez, Monsieur le Président. Vous allez voir, le document va briller, changer de couleur. Et puis il y a un troisième niveau de contrôle un peu plus abouti, qu'on appelle le contrôle en laboratoire, où là on a recours à un appareillage extrêmement lourd, ultra sophistiqué. Très souvent, on a recours à ce type d'analyse lorsqu'il s'agit d'affaires judiciaires extrêmement graves, du grand banditisme, du terrorisme, etc. Et les laboratoires ont cette expertise très forte d'être capables de couvrir les trois niveaux de contrôle, aussi bien le contrôle à l'œil nu que le contrôle plus poussé et le contrôle en laboratoire. Et donc notre sécurité, finalement, qu'est-ce qu'elle a de singulière? C'est qu'elle est capable de satisfaire ces trois niveaux de contrôle avec un seul élément de sécurité. C'est ce qui la rend véritablement unique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la contrôler à l'œil nu, mais aussi avec un petit appareillage type lampe UV, ou en laboratoire, elle va avoir ce qu'on appelle dans notre jargon une signature optique, une signature spectrale unique. Ce qui en fait aujourd'hui une des sécurités à l'état de l'art. Alors, ces propos, ce n'est pas moi qui le dis.
Il faut imaginer que cette organisation de l'aviation civile internationale qui établit les grandes règles, les grands standards pour les documents de voyage, a en son sein un groupe de travail, vous m'excuserez l'anglicisme, qui s'appelle le New Technology Working Group, qui fait l'état de l'art tous les 3 ans des sécurités dans le monde, qu'il soit des sécurités purement physiques que des sécurités plutôt numériques. Et un état de l'art est également dressé à minima une fois par an par la police aux frontières européennes qu'on appelle Frontex. Et il s'avère que notre technologie, à plusieurs reprises, a fait partie de l'état de l'art établi par cette instance internationale, sur lequel repose intégralement le règlement de l'Union européenne, mais aussi a fait partie à plusieurs reprises de l'état de l'art établi par la police aux frontières européennes, la police de Frontex, où j'étais encore intervenant, pas plus tard qu'en 2024, à son siège à Varsovie. Et donc finalement, c'est tout naturellement que cette sécurité a été très rapidement adoptée en Europe, mais également en dehors de l'Europe. En 2017, pour la première fois, notre technologie était découverte par l'Allemagne qui en prenait connaissance. Et en moins de 3 ans, l'Allemagne a fait ce qu'on appelle une preuve de concept en laboratoire, a fait des pré-essais industriels, une montée en échelle industrielle, nous a audité avec succès et a déployé massivement cette technologie pour sa carte nationale d'identité électronique, soit 10 millions de documents d'identité par an, 9 à 10 millions d'identités par an, soit 2 millions de documents supplémentaires, à contrario de ce que fait en moyenne la France, c'est environ 7 millions de documents. Et elle avait déjà pour ambition à l'époque d'intégrer notre technologie sur la nouvelle génération de son passeport biométrique, ce qui est chose faite depuis, ce qui nous a valu notamment l'honneur d'accompagner le président Emmanuel Macron sur son invitation personnelle en visite d'État à Berlin en 2024, où il était très heureux et très fier, me semble-t-il, d'expliquer au président Steinmeier que son passeport et sa carte d'identité qu'il avait dans sa portefeuille étaient sécurisés par une innovation française. Et c'est une confiance extrêmement forte, puisque ce n'est pas un, mais 2 documents qui sont sécurisés dans ce pays, notre innovation. Mais bien plus encore, c'est que le passeport de l'Allemagne intègre 2 de nos technologies. Et il me semble que c'est une première historique. Au-delà de ça, d'autres pays européens, au même moment, nous ont fait confiance, qui répondent eux aussi à cette réglementation unique, comme la France, à savoir le Portugal, pour sa carte nationale d'identité électronique. Et vous n'êtes pas sans savoir, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'Allemagne et le Portugal sont pionniers en matière d'identité numérique, puisque cela fait déjà plus de 15 ans que leur titre électronique là-bas a une fonction régalienne et permet de s'identifier, de servir également, pourquoi pas, de carte de santé, de carte de transport, etc. Donc un témoignage extrêmement fort, je dirais, en termes de reconnaissance. Mais ce témoignage a été au-delà de l'Europe, puisqu'au même moment, l'Australie nous faisait confiance pour la sécurisation de son passeport, dont elle disait que notre technologie était particulièrement robuste pour lutter contre la fraude et incarnait véritablement l'excellence pour lutter contre cette dernière. D'autant plus que le groupe de travail dont je vous ai parlé, le New Technologies Working Group, est animé par les Allemands et les Australiens. Donc un témoignage d'autant plus fort. Mais au-delà de cela, ce sont d'autres pays, comme le Mexique ou encore l'Éthiopie il y a quelques semaines, voire même les États-Unis, plus que je suis très heureux de partager avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, que dans quelques semaines, ma solution sera déployée pour une dizaine de millions de documents aux États-Unis, pour un titre particulièrement symbolique dont je vous communiquerai ultérieurement le nom pour des raisons de confidentialité, et vous le comprendrez, compte tenu en particulier de la situation géopolitique qui est assez singulière en ce moment. Quoi qu'il en soit, cette technologie a gagné une reconnaissance au niveau international, tant par les institutions, l'OACI, Frontex, qui répond au règlement de l'Union européenne, mais également par les industriels de la sécurité, des grands comptes français, à titre d'exemple Thales ou Idemia, qui sont à la fois des partenaires pour les sujets purement français, mais aussi des concurrents à l'export de l'imprimerie nationale, mais également leurs homologues européens, les grands industriels de la sécurité allemands, mais également les homologues, les imprimeries nationales homologues de l'imprimerie nationale française, en particulier l'Allemagne, mais encore le Portugal, qui dans certains cas sont capables elles aussi d'adresser des marchés à l'export, comme le fait aujourd'hui très fièrement notre imprimerie nationale, et je pense que c'est une grande fierté pour nous tous. Et donc cette technologie a émergé partout. On est en train d'adresser de nouveaux marchés avec ces dernières. On a eu des sollicitations extrêmement fortes, notamment pour adresser le marché du billet de banque. Nous avons signé un partenariat stratégique
avec une banque centrale dont je vous communiquerai le nom ultérieurement. Et nous faisons également partie d'un consortium qui regroupe les 5 géants de cette industrie du billet de banque, qui est encore plus souverain et plus régalien que le marché de l'identité, compte tenu des enjeux, avec des cycles extrêmement longs, où dans ce consortium, nous allons retrouver les 5 géants de l'industrie qui font 80-90% du marché mondial du billet de banque. Et enfin, je suis très heureux de partager avec vous cette nouvelle, c'est que dans quelques jours, le groupe La Poste, et en particulier sa direction Philaposte, va émettre le premier timbre de l'histoire de France qui intègre une innovation d'une entreprise de la tech, une innovation 100% française. La technologie et le savoir-faire de CST ont inspiré La Poste pour un nouveau timbre qui va être mis en circulation le 30 mai. Et nous serions particulièrement honorés, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous inviter pour ce lancement qui aura lieu le 30 mai. Voilà en quelques mots où nous en sommes aujourd'hui. Et en ce qui concerne bien évidemment la commande publique et en particulier la commande publique française, c'est pas sans regret bien évidemment que nous ne contribuons pas pour le moment à la sécurité des documents français. Ce n'est pas uniquement le citoyen qui parle, mais c'est aussi le fonctionnaire de police scientifique que je suis toujours dans l'âme. Pourquoi ? Parce que déjà lorsque j'étais en fonction, il y avait plusieurs alertes dont j'avais connaissance. C'était mon quotidien. Nous avons ce qu'on appelle dans le jargon des fiches alertes qui sont émises régulièrement par le ministère de l'Intérieur, qui sont partagées sur des bases de données sur l'intranet du ministère de l'Intérieur. Et ce qui me chagrine le plus, Monsieur le Président, c'est qu'un certain nombre de sécurités dont on avait pleinement connaissance depuis plusieurs années déjà, notamment des sécurités étrangères, étaient parfaitement contrefaites, qu'on pouvait les acheter notamment sur Internet, et on pourra faire, même si vous le souhaitez, la démonstration ensemble ici en live, et que malheureusement, à ces innovations étrangères d'un âge certain, les experts diraient peut-être d'un âge trop élevé, contrefaites, on les a préférées à des technologies françaises sans consultation. Et c'est ce qui me chagrine le plus aujourd'hui. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci pour ce propos liminaire. Monsieur le rapporteur ? Je connais un peu l'histoire, c'est moi qui ai demandé à vous auditionner. Donc on parle bien de 2017, à une époque où votre technologie était reconnue à l'extérieur, sur une quantité très importante de documents, plus importante que les françaises. Et je pense que la nouvelle carte d'identité numérique française a été faite bien après. Alors, si on regarde un petit peu l'historique de nos relations, Monsieur le rapporteur... Je voudrais savoir la séquence, parce que j'étais intervenu en QAG auprès du ministre de l'Intérieur à l'époque pour rappeler que nous étions en période d'expérimentation dans 2 départements, il était toujours temps de revenir. Je pense que c'était un petit peu trop tard. Moi, je voudrais avoir le timing entre le temps où vous avez eu les capacités de fournir l'Allemagne, le démarrage de la carte numérique qui était sous la commande quand même de la NTS, l'Agence nationale d'éthique sécurisée, qui n'a pas, qui avait retenu recommandé votre technicité. Et donc, je voudrais avoir le décalage parce que ça permettait quand même de l'apprendre, cette technologie. Comme on a l'impression de dire que c'était pas possible parce que vous n'étiez pas prêt en termes de quantité. Donc, je voudrais avoir le moment de basculement. Ce que je vous propose, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est peut-être d'être le plus factuel possible, sans citer nommément les personnes qui m'ont écrit ces documents, vous en lire un contenu, 2 ou 3 contenus significatifs et la date. En février 2015, l'Imprimerie nationale nous écrivait ceci. L'Imprimerie nationale marque un très vif intérêt pour cette technologie développée par votre société, dans la mesure où elle permettrait de renforcer la sécurisation des documents, des titres identitaires que nous produisons pour le marché français et l'export. Cette technologie propose notamment 2 caractéristiques importantes pour nos applications. D'une part, il s'agit d'une sécurité de niveau 1 et 2, facilement détectable par les forces de l'ordre et les citoyens, et présentant un aspect visuel unique. D'autre part, elle présente une grande complexité à la contrefaçon et à la falsification. Fin de citation. En 2016, nous recevions une lettre d'intérêt de la direction de l'Imprimerie nationale. Suite à une période d'expérimentation de notre technologie, elle souhaitait aller plus loin dans ce partenariat et évoquait même un rapprochement entre nos 2 entreprises. Le 22 décembre 2016. Le 13 février 2018, l'Imprimerie nationale nous écrivait, je cite, « Nous avons finalisé
l'ensemble des tests de qualification avec succès. Il ne nous manque plus qu'à recevoir l'offre sur les royalties de CST. Je passe un petit peu plus loin. Les discussions commerciales pourront se faire dans un second temps, dans le cadre d'une consultation précise de l'IN pour Imprimerie nationale, pour un projet France ou export, février 2018. En juin 2018, sur une brochure commerciale de l'Imprimerie nationale qui était communiquée à l'ensemble des industriels de la sécurité lors du salon SDW qui se tenait à Londres, l'Imprimerie nationale disait à propos de notre technologie, je cite, qu'elle était un cauchemar pour les faussaires. Fin de citation. En juin 2018, l'Imprimerie nationale nous écrivait « Suite à notre discussion ce matin, je pense qu'il faut rester dans l'idée qu'un effet OVM renvoie à notre technologie, c'est un effet à shift, c'est-à-dire un effet de changement de couleur, car cela lui donne une légitimité sécuritaire indéniable, en pièce jointe le règlement de l'Union européenne, dont je pourrais vous transmettre si vous souhaitez une copie. En février 2019, le ministère de l'Intérieur, en particulier la délégation ministérielle aux industries de sécurité, chargée de faire le lien entre l'ANTS, les forces de police et gendarmerie et les industriels de la sécurité, nous écrivait, je cite, « J'ai pu m'entretenir longuement avec les principaux acteurs de la chaîne de conception des futurs titres d'identité, notamment l'ANTS et les forces de l'ordre concernées. J'ai pu constater de leur part leur fort intérêt qu'ils expriment sur votre technologie et leur volonté de l'intégrer dans les titres français. » Fin de citation. Quelques semaines après, juin 2019, l'Imprimerie nationale nous écrivait « J'espère que vous êtes bien rentrés de SDW, le salon dont je vous parlais, et que le salon a été fructueux. C'était pour moi un plaisir d'échanger avec vous au sujet de vos encres OVM et de découvrir vos nouvelles sécurités. Je vous écris aujourd'hui pour vous réaffirmer mon intérêt pour la technologie que vous avez développée. Comme discuté sur le salon, je vais travailler avec les équipes commerciales à l'identification d'opportunités concrètes sur lesquelles nous pourrions la placer en avance de phase. Nous pourrons alors discuter d'une éventuelle exclusivité, comme nous l'avons évoqué à Londres. Je voulais aussi vous montrer notre brochure Security Features for Identity Cards en pièce jointe, sur laquelle nous avons mis Optical Variable Material dans les sécurités du pack Premium, en référence directe à votre technologie. J'essaierai également de l'intégrer au prochain sample avec bord transparent. Voici la brochure, je pourrais bien évidemment la mettre à la disposition des sénateurs. Et dans la foulée, une vidéo promotionnelle de notre technologie, notamment pour nos encres de sécurité OVM, nous avait été commandée par l'Imprimerie nationale. Et en 2019, plus aucun contact avec l'Imprimerie nationale. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que mes anciens collègues de la police et de la gendarmerie m'ont contacté suite à leur réunion de travail. Et ceux-ci étaient particulièrement surpris, car il semblerait que notre entreprise a pu faire l'objet de dénigrement pour que nous écartions notre solution du projet de la carte nationale d'identité française. Alors c'est très difficile, bien évidemment, Monsieur le Président, parce qu'il vous appartiendrait éventuellement d'auditionner ces personnes, qu'elles prêteront serment, qui se prêteront au jeu, bien évidemment, qu'ils déclareront en toute transparence et avec la plus grande des sincérités les propos qui ont pu éventuellement être dits lors de ces groupes de travaux. Quoi qu'il en soit, je retiendrai une déclaration de l'un de ces fonctionnaires de l'État, à un très haut niveau de la hiérarchie, qui nous a déclaré, Monsieur Prété, votre solution est bloquée, je cite, par l'Imprimerie nationale, et je n'irai pas plus loin. Alors bien évidemment, je déplore cette situation. Pourquoi ? Parce que nous n'avons jamais, je dis bien jamais, été consultés sur le projet de la carte nationale d'identité française, malgré toutes les recommandations que nous avons pu avoir pour le ministère de l'Intérieur, dont le courrier que je viens de vous lire est, je pense, la synthèse la plus parfaite. Nous avions également un courrier de la directrice de la mission interministérielle de l'époque qui s'appelle Madame Valérie Penaud,
je cite, qui nous écrivait dans une correspondance qu'à plusieurs reprises, avec insistance, sans préjugés, et c'est important, sans préjugés du résultat, elle invitait l'imprimerie nationale à nous consulter et à échanger avec elle. Et je pense que le paroxysme, ça a été une réunion de travail que nous avons eue, notamment Place Beauvau, avec le directeur de la NTS de l'époque, en présence du délégué général de la French Tech, M. Sam Damani, où le directeur de la NTS nous expliquait que notre technologie répondait aux cibles de sécurité qui avaient été rédigées et proposées donc à l'imprimerie nationale. Vous comprendrez, me semble-t-il, nos vives interrogations. Car aujourd'hui, notre solution est déployée partout dans le monde, en tout cas sur les 5 continents. Je pense que lorsque vous avez comme référence l'Allemagne et les États-Unis, c'est que vous devez avoir une certaine expertise et qu'à plusieurs reprises, le ministère de l'Intérieur, y compris au plus haut niveau de l'État, on s'est interrogé très fortement pourquoi cette expertise, qui est reconnue mondialement, n'a jamais été mise à contribution pour la France. Et moi, le premier, je le regrette. Je le regrette, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la technologie qu'on utilise notamment sur vos documents, qui est dans votre poche, qu'il s'agit de votre carte d'identité, de votre titre de séjour, de votre passeport, on peut l'acheter ensemble sur Alibaba. Et on l'a en quelques jours. Et je l'ai dans ma sacoche et je vous la montrerai tout à l'heure. Et que cette sécurité, vous regarderez, elle date de 1990. Et que l'entreprise qui met cette technologie a été condamnée notamment par des tribunaux dans son pays et qu'il lui arrive malheureusement de ne pas être en mesure de pouvoir répondre à des consultations et des appels d'offres pour des problèmes d'éthique. Alors bien évidemment, moi je cherche à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. On est référencé en Allemagne, aux États-Unis. Je vais le dire de manière très simple et très directe. Aujourd'hui, Monsieur le Président, moi j'ai tout gagné. Quand vous faites l'Allemagne et les États-Unis, je serai au sommet de ce qu'on peut faire, en tout cas sur la partie identitaire. Si j'ai peut-être un souhait exprimé, c'est que mon expertise et celle de mes équipes soient mises à contribution pour la France, pour faire évoluer vos documents. D'ailleurs, sur le plan administratif, aujourd'hui, tout le permet, puisque la convention qui est mise en place entre l'ANTS et l'imprimerie nationale prévoit de pouvoir faire évoluer les sécurités sur vos titres et de ne pas repasser par un process extrêmement lourd. Et donc au moment, pour répondre à votre question de manière très précise, monsieur le rapporteur, quand on regarde la chronologie, ce qui est cinglant, c'est qu'en 2018, on nous écrit que notre technologie est qualifiée. Et il ne se passe rien. Et en 2017, l'Allemagne découvre pour la première fois cette sécurité, et au même moment que la France, elle met en circulation son titre d'identité, en répondant aux mêmes contraintes en termes de garantie, de durabilité, de résistance à la fraude, de stock de sécurité, de pérennité, que la France, alors que la France ne m'a même pas consulté. Et ça va au-delà. C'est que nous avons le sentiment, peut-être à tort, mais j'aimerais beaucoup que l'on m'explique, que ça s'est fait de manière unilatérale. Nous avons toujours essayé de construire un dialogue très constructif. Nous avons sollicité, y compris la direction de l'imprimerie nationale au plus haut niveau, des rendez-vous pour faire un minimal exercice, qu'on nous montre en quoi nous ne répondons pas objectivement au règlement de l'Union européenne, qui dépend lui-même de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qu'on nous explique en quoi nous ne sommes pas pérennes, alors que je livrais déjà le ministère de l'Intérieur pour d'autres technologies tout aussi critiques, notamment des technologies critiques pour la révélation des empreintes digitales, puisque ma technologie historique aujourd'hui est utilisée en routine par le ministère de l'Intérieur, notamment sur les affaires liées au grand banditisme et au terrorisme, et que l'UFBI utilise également mon procédé. Il a même publié scientifiquement sur celui-ci pour la partie empreinte digitale. Que je comptais parmi mes actionnaires les fonds d'investissement de la région de France, que j'avais le soutien de BPI France, dont je jouis du label Excellence, et qu'en parallèle de cela, mon actionnaire à l'époque pesait à lui seul 15 milliards, coté au DAX, donc coté en bourse en Allemagne, et qui était lui-même le fournisseur de l'imprimerie nationale. Et qu'on avait mis en place des doubles procédés pour garantir la continuité et la production de notre technologie, la mise sous séquestre de notre technologie et de nos brevets, puisque notre technologie est brevetée et les brevets sont délivrés dans plus de 30 pays dans le monde, parfois dans des pays extrêmement complexes, dont je vous laisse deviner très facilement de qui il s'agit. Bref, on aurait pu faire à minima cet exercice, et j'ai envie de dire ce qui est de plus fort, c'est que nous avons été audités
physiquement par l'imprimerie nationale allemande. Et on le dit beaucoup sur le ton de la plaisanterie, parmi les industriels, quand vous survivez à un audit allemand, c'est que vous n'êtes pas trop mauvais et que vous survivez à peu près à tout et n'importe quoi. On aurait apprécié qu'on soit challengé, mais de manière objective, et non pas écarté, voire même ignoré. Et si je peux me permettre une suggestion, c'est qu'on améliore considérablement les voies de consultation en toute transparence et en toute objectivité, et pas qu'on se retrouve finalement peut-être dénigré, en tout cas écarté, voire même ignoré de manière unilatérale, sans avoir fait l'exercice, tous ensemble autour d'une table. J'ai encore à l'esprit que la DGE avait montré son soutien très fort, au meilleur niveau, en se proposant d'organiser une réunion tripartite avec la NTS et l'imprimerie nationale. La NTS a répondu favorablement très rapidement. Je suis toujours dans l'attente d'une réponse de l'imprimerie nationale. J'avais saisi également l'Agence des participations de l'État à l'époque, notamment M. Martin Vial. Je l'avais sollicité aussi dans ce sens. Il m'avait répondu à un courrier qui reprenait quasiment mot pour mot les arguments de l'imprimerie nationale de manière unilatérale, sans concertation, en nous expliquant qu'avec grand intérêt, on avait étudié nos solutions. Écoutez, si effectivement il y avait un grand intérêt, je serais très heureux de pouvoir organiser une réunion de travail. Et malheureusement, ce courrier adressé en réponse au courrier de Martin Vial est resté aussi lettre morte. Et enfin, en fin 2023, j'avais saisi également le médiateur des entreprises avec une saisine officielle. Et il y avait d'autres correspondances en parallèle qui impliquaient également la French Tech, où on sollicitait très clairement la bienveillance du médiateur pour réussir à créer un dialogue constructif. Que l'on ne se méprenne pas sur mes intentions, mesdames, messieurs les sénateurs. Je ne dis pas au prétexte que je suis une entreprise de la French Tech, que j'ai telle et telle référence. Prenez-moi de facto. Ce n'est pas ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est de la transparence et de la bienveillance et de mettre en place un dialogue. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai dit, Monsieur le Président. Sur le médiateur des entreprises que nous avons auditionné, quelle a été la réponse et les démarches éventuellement engagées? Alors, le médiateur des entreprises a été saisi fin 2023. Il me semble que dans sa correspondance avec la French Tech, il explique que le cas, cette alerte est connue et clairement identifiée. D'ailleurs, il me semble-t-il, sauf erreur de ma part, qu'il encourageait à signaler auprès du médiateur des entreprises, puisque celui-ci préside l'observatoire de l'initiative « Je choisis la French Tech », de leur faire remonter d'autres cas, un peu comme le mien. Le médiateur des entreprises a essayé de nouer un dialogue avec l'imprimerie nationale. Il avait désigné quelqu'un. Et malheureusement, nous avons pris connaissance, lors de procédures judiciaires que nous avons avec l'imprimerie nationale, sur lesquelles je ne pourrais pas m'étendre en ce lieu, parce qu'il ne peut pas y avoir de confusion, me semble-t-il, entre la commission d'enquête et des affaires qui sont en cours actuellement, suite notamment à des déclarations que j'ai pu faire devant le Parlement lors d'une mission d'information qui était pilotée par le député Philippe Latombe, qui était le rapporteur, mais aussi devant le Sénat lors d'une mission d'information pilotée par Madame la sénatrice Vanina Paoli-Gagin, où mes propos ont été repris, voire même sortis de leur contexte pour être retournés contre moi dans des affaires juridiques. C'est pour ça, Monsieur le Président, que j'avais sollicité votre bienveillance pour avoir une audition à huis clos. Parce qu'aujourd'hui, je regrette que malheureusement, lorsqu'un citoyen est amené à prendre la parole devant la représentation nationale et qui fait preuve d'une transparence et d'une sincérité absolue, des tiers peuvent s'approprier son propos pour le poursuivre en dénigrement ou en diffamation. Et ça, je pense très clairement que ça porte un préjudice au bon fonctionnement des institutions françaises. Alors pour la bonne compréhension de toutes et tous à l'extérieur du Sénat, nous avons, en accord avec monsieur le rapporteur, souhaité établir un parallélisme des formes parce que la même demande nous avait été adressée par les autres partis. Nous n'avons collectivement d'ailleurs pas souhaité y donner suite et donc en toute logique nous devions vous réserver le même traitement, étant entendu, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, que si vous estimiez que des informations relevaient du secret des affaires, on pouvait décaler la communication de ces éléments après cette audition et le faire par écrit dans le cadre d'une discussion en bonne intelligence, évidemment, avec les parlementaires que nous sommes. Alors, pour terminer mon propos, Monsieur le Président, donc, au cours des plaidoiries,
l'avocat de l'imprimerie nationale a porté à notre connaissance et a remis en cause que la personne qui l'avait contacté était véritablement le médiateur des entreprises, ce qui était extrêmement surprenant. En tout cas, nous avons fait le maximum et utilisé un grand nombre d'options, et nous sommes toujours tout à fait ouverts à créer ce dialogue, car c'est dans un intérêt commun. Au-delà d'un alignement d'intérêt économique, on le voit, il est fondamental aujourd'hui d'être capable de chasser en meurtre, de faire des alliances avec les grands groupes et les entreprises plus agiles, plus innovantes, mais aussi par patriotisme et avant toute chose, peut-être pour la sécurité de nos documents régaliens, qui est extrêmement fragilisée aujourd'hui. Monsieur le rapporteur. Oui, moi, je vais vous laisser cette audition pour montrer comment une société issue d'un produit innovant en French Tech pouvait être écartée d'une commande publique avec un process quand même qui est innovant. Et ma grande crainte, c'était de devoir partir à l'étranger. Puis c'est une affaire que je suis quand même depuis 2 ans. J'étais un peu au courant quand même, puisque c'est moi qui ai demandé cette audition, pour montrer l'exemple type sur une innovation première. Parce que quand j'ai rencontré M. Prété qui m'a montré ce document qui changeait de couleur sur un support blanc à un noir, j'ai trouvé ça assez génial en termes de reconnaissance, breveté. Et au même moment, les Allemands le prennent. Nous, chez nous, on va jusqu'au bout, puis à un moment, il y a un blocage. Donc je me demandais où venait le blocage, et si cette société à moi aurait pu disparaître, parce que la commune publique n'était pas présente. Voilà un petit peu un cas concret pour moi où on aurait pu tomber à côté de la plaque. Il a fallu de la persévérance et tout, en dehors de tout ce qui est juridique. Ça, je veux pas, c'est pas mon problème aujourd'hui ici. C'est on a peut-être à un moment donné pas ce sens, et ce qu'on redisait tout à l'heure avec les personnes qui ont auditionné avant, de donner les moyens par la commande publique à des gens de se développer, surtout quand on a un process innovant et reconnu. Voilà un peu ce que je voulais dire. Après, je vous laisse poser vos questions. Merci. Parmi les collègues, Monsieur Salmon. Eh bien, merci de votre exposé. C'est vrai que ça surprend terriblement, puisque, si je comprends bien, vous n'avez pas eu vraiment les raisons de cet arrêt dans la poursuite de ce qui semblait devoir aboutir. Moi, je pose la question au président et au rapporteur. Donc, quelles sont les auditions qu'on va avoir on va en avoir derrière pour essayer de... Ah, on les a eu avant. Eh bien, je ne les ai pas eues, moi. Ok. Bon, écoutez, ce que j'espère, c'est qu'on fasse un peu la lumière sur cette affaire. Peut-être en complément, monsieur le sénateur, suite à votre interpellation, le courrier qu'on a reçu de l'imprimerie nationale, il me semble-t-il, fin 2020, soit 3 mois à peine avant le lancement de la carte d'identité et pendant les expérimentations, était assez surprenant, puisqu'il nous disait « Votre technologie ne répond pas à la cible de sécurité établie par l'ANTS ». Or, le directeur de l'ANTS déclarait le contraire. Deuxième argument avancé, votre technologie ne répond pas au règlement de l'Union européenne, parce que vous ne fournissez pas d'hologramme. Attendez, oui, je suis d'accord, je ne fournis pas d'hologramme. Pourtant, la première chose qui est demandée au premier alinéa du règlement de l'Union européenne sur la conception des titres, c'est un élément optiquement variable qui change de couleur en fonction de son environnement. Troisième point, la pérennité de votre entreprise, la possibilité de garantir que votre solution sera toujours présente pendant 10 ans. Cet exercice, nous l'avions fait en parallèle pour l'imprimerie nationale allemande qui lui avait donné entière satisfaction, et aussi pour d'autres grandes imprimeries nationales. D'ailleurs, je me souviens très clairement avoir écrit à la direction au plus haut niveau de l'imprimerie nationale en expliquant que des stocks de sécurité étaient déjà établis pour livrer les titres pendant les 10 prochaines années. C'est-à-dire que tant bien même mon entreprise disparaissait, il y avait des stocks d'encre ou de matières premières qui étaient constituées pour que l'imprimerie nationale n'ait plus qu'à se servir et à imprimer. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement troublant. Et ce qui nous a beaucoup troublé, c'est que en septembre 2020, si je ne m'abuse, il semblerait que sur les lignes de production de l'imprimerie nationale aient été produites des spécimens de la carte nationale d'identité électronique française
avec notre solution. Qu'est-il advenu de ces spécimens? Je ne sais pas. En tout cas, nous ne les avons jamais eus entre les mains. Je ne suis pas certain que la NTS elle-même les ait eus entre ses mains, ainsi que les experts de la police et de la gendarmerie. Madame Morin-Desailly. Oui, merci d'avoir expliqué de manière extrêmement claire d'abord expliquer quelle était votre expertise et la spécificité des documents que vous produisez. Ce qui est troublant, c'est que ne pas faire appel et mettre en concurrence en réalité plusieurs acteurs s'agissant de données éminemment sensibles, vous avez évoqué la dimension régalienne, semble être une faute, en réalité un manque, et que je mets d'ailleurs un peu en parallèle, et je me tourne vers le rapporteur, je crois qu'il partage la même préoccupation avec ce qui s'est passé pour la plateforme des données de santé, où il n'y a pas eu d'appel d'offres non plus spécifique, et les acteurs du secteur capables nous ont dit ne jamais avoir été consultés. Donc ce qui est ennuyeux, c'est que s'agissant de données sensibles, on ne prenne pas soin apparemment de trouver les meilleures solutions possibles, les mettant objectivement en concurrence et en regard les unes des autres. Ma question est la suivante. Avez-vous connaissance d'entreprises autres qui auraient été consultées? Vous ne l'avez pas été, vous avez été ignoré, vous l'avez dit. Avez-vous connaissance d'autres entreprises qui, elles, l'auraient été? Alors s'il vous plaît, on va prendre les deux autres questions ou interventions, Monsieur Vidal et Madame Daniel. Oui, merci pour toutes ces explications. Mais moi, je suis fort étonné de tout ce que vous venez de nous dire. Alors peut-être par naïveté ou pas, mais je ne crois pas. Il y a une procédure de marché ou pas obligatoire pour l'imprimerie nationale ou pas? Ça, c'est ma première question. Parce qu'il y a une procédure de marché, on lance un marché et vous êtes en droit d'y répondre comme tous vos concurrents. Il semblerait que ça ne soit pas tout à fait comme ça. Donc ça, c'est ma première question, ma première remarque là-dessus. Et puis, après avoir entendu tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous aviez à un moment donné un moyen de recours, puisque vous nous avez cité beaucoup de lettres d'intention, qui n'étaient pas forcément des lettres de commande, mais qui disaient tout le bien de vos produits, enfin, où des gens quand même se sont engagés. Et puis tout ça s'est arrêté en 2020, je crois, vous disiez, enfin à un moment donné, de manière inattendue et puis non justifiée. Et est-ce que vous aviez un moyen de recours ou pas à ce moment-là sur cette procédure-là? Alors, si on veut être très précis... Alors, Madame Daniel. Pardon. Oui, merci pour cet exposé. Effectivement, on sent un peu aussi de rancœur et d'émotion presque dans cette aventure. Moi, j'aurais aimé savoir par rapport aux autres marchés que vous avez expérimentés, si vous êtes positionné, vous l'avez dit, à l'international, quelles sont les grandes différences et peut-être des pays sur lesquels vous pourriez nous donner des exemples positifs qui favorisent alors à la fois la transparence et l'accès de partenaires de pays tiers, puisque vous avez pu vous positionner sur des marchés internationaux et qui peuvent aussi, de fait, avoir un équilibre avec l'offre nationale de leur point de vue. Alors je vais me forcer de répondre à chacun d'entre vous et surtout, si éventuellement j'oublie d'avoir répondu à une de vos interrogations, n'hésitez pas à me la rappeler. Juste peut-être pour rebondir sur votre intervention, Madame la sénatrice, je pense que le mot rancœur n'est pas le mot juste. C'est plutôt des regrets sur ce qui s'est passé et comment on en a pu arriver là. Et qu'il n'y a pas eu de dialogue entre les parties. C'est ça le plus important. C'est concilier peut-être des regrets, pas de la rancœur, des regrets. Parce que finalement, c'est ce qui nous a fait émerger à l'international et qui nous a donné l'énergie d'avancer. Si on regarde avec un peu plus de précision, le règlement de l'Union européenne, il liste des sécurités dites obligatoires. Ce sont des sécurités d'abord physiques. Il me semble, ça rejoint votre interrogation, qu'il n'y a pas eu de consultation systématique pour l'ensemble des éléments de sécurité qui sont demandés et obligatoires, demandés par l'Union européenne.
Et c'est ça qui interpelle. Je peux ressortir, si vous me laissez un instant, je pourrais vous sortir le règlement de l'Union. Hein. Je l'ai là avec moi, je l'ai imprimé. En tout cas, dans ses principaux points. Et à chaque point, à chaque sécurité qui est demandée par l'Union, c'est une obligation. Et donc, il doit y avoir forcément une consultation pour avoir une mise en concurrence dans le cadre du marché unique. On ne parle pas du monopole de l'imprimerie, je pense que c'est important. L'imprimerie, elle a le monopole de la production du titre. Elle n'a pas le monopole des solutions qui sont intégrées dans le titre. Ça, c'est important. Et ça ne n'exempte pas de faire des consultations, en particulier lorsque ce sont des éléments de sécurité obligatoires. D'ailleurs, l'imprimerie nationale elle-même nous l'a écrit sur le courrier auquel je fais référence tout à l'heure. Elle me dit, Monsieur Prété, je pourrais vous retrouver la citation exacte, on ne vous a pas consulté parce que vous ne fournissez pas d'hologramme tel que c'est demandé par le règlement de l'Union européenne. Donc c'est très clair. Ça veut dire que si la sécurité est demandée par le règlement de l'Union, on consulte. Ce qui n'a pas été fait, me semble-t-il. Sur les encres de sécurité optiquement variables, il y a d'autres fournisseurs français, voire même européens, qui auraient pu répondre. Je ne suis pas le seul concerné. Les éléments de sécurité optiquement variables, d'autres entreprises en fournissent. Elles sont plus ou moins efficaces pour lutter contre la fraude, mais elles existent. Je ne suis pas sûr que d'autres entreprises ont été consultées spécifiquement sur ce point. Je ne suis pas sûr. Et vous savez, bien souvent, à tort, on prend ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Il me semble que vous avez auditionné Alain Juillet dans cette commission. Alain Juillet, dans d'autres fonctions, était représentant de l'État au conseil d'administration de l'imprimerie nationale. Et il déclarait, en 2020, la chose suivante. Prenons un autre exemple, je cite, celui des cartes d'identité qui me semble d'actualité. Il faut pouvoir utiliser les techniques les plus modernes pour les rendre vraiment infalsifiables, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé. Cela signifie qu'il faut pouvoir faire appel aux meilleures technologies, a fortiori lorsqu'elles existent en France. Or, que constate-t-on? Exactement le contraire, car on ne respecte pas les règles élémentaires issues de l'intelligence économique. Non seulement on ne sélectionne pas les technologies françaises les plus efficaces qui ont fait leurs preuves ailleurs, mais bien souvent, on prend des technologies anciennes chez des interlocuteurs avec qui l'administration a l'habitude de travailler. C'est le contraire des pratiques d'une start-up nation comme Israël. Aujourd'hui, si on regarde la situation en l'état, et quand on regarde les voies de consultation et surtout les prérequis exigés, c'est sûr, on est dans une industrie de confiance. Mais vous savez, c'est un peu comme l'étudiant qui a le plus beau diplôme du monde et le plus haut grade possible, avec la meilleure mention, et qu'il est reçu par un potentiel employeur et qui lui dit « Mais ton diplôme est magnifique, tu as toutes les mentions, mais c'est quoi ton expérience ?» Alors je ne te prends pas, malgré toutes tes recommandations et que tu as pu avoir la note la plus brillante aux examens. Mais on a le sentiment, quelque part, qu'aujourd'hui, quand on regarde ce marché régalien tel qu'il nous a été présenté lors de cette commission, en fin de compte, on ne peut pas avoir une innovation française. Parce qu'on va vous dire que c'est quoi vos références? Oui, effectivement, je n'ai pas de référence. Nous, au même moment, par chance, on avait contractualisé avec l'Allemagne. Mais on pourra toujours nous arguer, ouais, mais la technologie n'était pas mise en circulation. Vous savez, c'est comme quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Avec une innovation, c'est pareil. Tu n'as pas de référence. Ah, mais tu as des références, mais ce n'est pas les bonnes. Ah, mais est-ce que tu as passé des tests de validation? Ah oui, mais ce n'est pas les miens. Ah, mais tu as signé avec tel pays. Ouais, mais ce n'est pas la France. Vous savez, c'est un vrai problème. Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a ce succès à l'international. On est en train de lever des capitaux pour continuer d'accélérer. On va créer un nouveau site de production industrielle ici en région parisienne, qui satisfait les plus hauts standards, y compris pour livrer des banques centrales. Vous savez la question qui revient toujours sur la table, y compris auprès de mes nouveaux investisseurs. Mais je ne comprends pas, monsieur Prété. Avec toutes les références que vous avez là, comment ça se fait que vous ne travaillez pas avec la France? C'est quoi le loup? C'est quoi le problème? Ou encore quand on doit répondre à d'autres marchés. Mais vous n'avez pas de référence sur votre marché natif et vous voulez adresser le marché à l'export. C'est très handicapant. Ce qui a été une force extraordinaire pour nous,
c'est qu'on a fait preuve d'abnégation et de persévérance. Et surtout, c'est qu'on a su convaincre par la technologie, et uniquement d'abord par la technologie, les leaders d'opinion qui font référence dans cette industrie de confiance. L'Allemagne, je pense que tout est dit en Europe. Comment raisonnent les étrangers? Les étrangers, d'abord, ils demandent à se réunir avec vous et à regarder votre innovation. Et puis, ils la testent dans un petit coin de laboratoire. Puis quand ils voient que ça marche pas mal, ils disent, bon, on pourrait essayer de discuter maintenant un petit peu design, pour voir comment on peut essayer de l'imaginer, de l'intégrer dans nos documents. Puis quand on a fait le design ensemble, l'étape d'après, c'est bon. On va voir comment on peut faire une pré-série. Quelques milliers, dizaines de milliers. Une expérimentation dont vous parliez, monsieur le rapporteur, que je regrette n'avoir jamais fait. Alors que pourtant, vous voyez le document que je vous présente là, il est sorti des lignes de production de l'imprimerie nationale, un produit fini. Je le ferai circuler, avec toutes les technologies qu'on retrouve sur vos titres régaliens. Donc ils font une expérimentation. Et après, ils font une méthode à une échelle de plusieurs millions, et ensuite le projet est lancé. Et c'est ce qu'on a fait à titre d'exemple avec l'Allemagne depuis notre première rencontre en été 2017, avec mise en circulation en même temps que la carte d'identité française. Et ce schéma, il est récurrent partout. Et ils vous aident à essayer de bâtir avec eux un projet gagnant-gagnant, mais aussi à vous aider à bâtir des solutions de repli en cas d'éventuelle défaillance. C'est quoi une défaillance dans notre industrie dite de confiance? Ok, l'entreprise met la clé sous la porte, c'est pas grave. On a fait ce qu'on appelle une mise au séquestre de notre sécurité et de notre brevet chez un avocat, avec toutes les recettes de fabrication de notre technologie. Et on s'engage à ce que des experts de nos équipes, et éventuellement des tiers, qui ont été formés, pourront produire cette sécurité pour vous. C'est aussi valider d'autres fournisseurs ou d'autres partenaires, d'autres sous-traitants de notre entreprise, capables de vous livrer notre brique ou une partie des briques technologiques que l'on produit. C'est aussi constituer ce qu'on appelle un stock de sécurité, conservé éventuellement chez nous ou chez eux. Ils font l'exercice jusqu'au bout. Ils n'arrivent pas pétris d'a priori en disant « c'est une start-up, dans 3 ans, elle ferme, et si elle ferme, on va voir tous les problèmes du monde parce que ce n'est pas un grand groupe ». Ils sont d'abord conquis par la technologie, et je peux vous assurer aujourd'hui qu'on a attiré l'attention de la première puissance industrielle et économique mondiale sur ce sujet, et je n'irai pas plus loin. Ils font l'exercice depuis la preuve de concept jusqu'au design, la montée industrielle, et comment on peut travailler main dans la main pour fournir toutes les garanties. Ils ne vont pas vous dire on vous écarte de manière unilatérale. Et à la fin, ils vous auditent. Et on est très heureux puisqu'effectivement, nous avons déjà été audités avec succès, notamment par l'imprimerie nationale allemande, mais aussi d'autres grands industriels du secteur. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations. Ce potentiel recours, vous pouviez faire ou pas, pourquoi vous ne l'avez pas fait si vous pouviez le faire? Pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait pour une raison évidente. Aller faire un recours administratif contre une entreprise privée dont l'État est actionnaire à 100% et dont le donneur d'ordre est le ministère de l'Intérieur, c'est extrêmement complexe et extrêmement coûteux, sans garantie de succès. Et pour ma part, je préfère privilégier véritablement le dialogue et la diplomatie. C'est pour ça que nous avons saisi l'Agence des participations de l'État. Et c'est pour ça que nous avons écrit également au PDG de l'imprimerie nationale pour organiser une réunion de travail avec nos équipes. Mais nous avons également saisi le ministère et des parlementaires de toute sensibilité politique confondue se sont émus au plus haut niveau de l'État, également auprès du Premier ministre de l'époque. Et il me semble-t-il que même le président de la République a connaissance de cette situation à travers ses conseillers qui m'ont reçu à l'Élysée. Et tous s'étonnent effectivement de cette situation. Aujourd'hui, on aimerait avancer de manière positive. Je prends note que lors de la dernière visite d'État qui s'est tenue au Portugal, pendant le Forum d'affaires économiques, nous étions intervenants et référents sur la tech pendant la visite d'État au Portugal et que nous avions eu l'honneur de partager cette table ronde avec la nouvelle directrice de l'imprimerie nationale, avec laquelle j'ai pu échanger mes coordonnées. Voyons quelle suite sera donnée à cette rencontre et si effectivement nous pourrons avancer ensemble de manière constructive pour faire évoluer les documents qui font l'objet actuellement de fiches alertes, voire même pour répondre à des nouvelles opportunités. Je pense notamment à la carte vitale, qui est un sujet d'actualité qu'on pourrait faire évoluer de manière ISOCU,
voire même faire quelques économies en ayant recours à des innovations qui sont moins coûteuses, mais qui offrent un niveau de sécurité tout aussi élevé pour les citoyens français. Ce sont des options très sérieuses qui sont sur la table. D'ailleurs, il me semble qu'il doit être question aussi de faire évoluer des documents français. À ma connaissance, le passeport français doit être l'avant-dernier passeport en Europe à être encore en papier. Alors que paradoxalement, le passeport en plastique, cette technologie est une innovation française, de Thales. Mais c'est aussi la photo d'identité qui est en noir et blanc. Alors qu'aujourd'hui, des industriels français comme Thales ou Idemia sont capables de fournir une photo laser couleur qui offre un niveau de sécurité extrêmement robuste et un niveau de détail supérieur, me semble-t-il, aux technologies actuelles qui sont utilisées, notamment des technologies noir et blanc, produites sur des machines étrangères, me semble-t-il. Monsieur le rapporteur, moi je devrais simplement vous quitter un tout petit peu avant 18h30. Un peu, pensez-vous qu'aujourd'hui l'intérêt d'un document unique, carte d'identité, carte vitale, permis, sur une carte sécurisée avec, bien sûr, on a une carte à puce avec différents, comme fut la Lettonie, ce sera un document compliqué à faire. J'extrapole un peu, parce qu'aujourd'hui, on est dans la sécurité. Si vous croisez toutes les données sur le même document, il n'y a plus de fraude. Et pourquoi on n'y est pas arrivé aujourd'hui? On a plus de cartes vitales en circulation que d'habitants. Est-ce que ce serait très compliqué de faire un document unique, un type carte, mais avec différents secteurs de puce et une lecture directe? En qualité d'expert de l'industrie, et à ce titre, nous sommes également membres d'un consortium qui regroupe les leaders de l'industrie français et étranger qu'on appelle la Secure Identity Alliance. Et je fais partie notamment du groupe sur les documents sécurisés qui est là pour conseiller et accompagner les États dans la conception et leur démarche pour protéger leurs documents. Ce groupe de travail intègre notamment Thales, Idemia, mais aussi l'Imprimerie nationale et d'autres acteurs étrangers. Aujourd'hui, sur le plan industriel, rien ne s'y oppose. On est capable d'assembler toutes ces sécurités pour avoir un document unique. Après, il faut regarder sur le plan économique quel va être l'impact et comment ça va ruisseler ou pas auprès des industriels concernés. Quel va être le manque à gagner pour les industriels? Est-ce que ça va avoir un impact sur l'emploi? Mais qu'est-ce que ça va faire gagner aussi en termes de sécurité pour le contribuable, pour la fraude et pour l'État, les concitoyens? C'est un équilibre à trouver. Aujourd'hui, cet équilibre, c'est un exercice que l'on peut le faire. D'ailleurs, dans les recommandations que j'avais faites, notamment lors de mes échanges avec les différents experts, aussi bien du ministère de l'Intérieur que les experts de l'industrie, c'est pourquoi pas de créer un groupe de travail qui soit directement rattaché au ministère de l'Intérieur et en particulier à la NTS pour éclairer à 360 degrés la NTS finalement et pas n'avoir que le ressenti de l'industriel qui a le monopole de la production des titres. Ça permet de prendre de la hauteur, d'avoir une sorte de conseil des sages ou un comité scientifique composé des experts de l'industrie française qui incarnent l'excellence chacun dans leur discipline. Comme ça, on peut éclairer objectivement et à 360 degrés l'administration sur l'état de l'art, de ce qui se fait en termes de sécurité. En termes de coûts, j'attire votre vigilance, Monsieur le Président, c'est important. Il me semble que le ministère de l'Intérieur, et en particulier l'ANTS, n'a pas la possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle à l'audit de coûts aujourd'hui sur le plan réglementaire. Elle n'a pas, me semble-t-il, accès à cet outil extrêmement fort sur le plan administratif. C'est-à-dire qu'elle pourrait réaliser des simulations en termes de prix, de coûts, avec des technologies équivalentes pour essayer de simuler. Il me semble qu'elle n'a pas accès à cet outil administratif. Dans le cadre de la commande publique, c'est un outil puissant pour objectiver tout ce qu'on nous dit. Parce que finalement, si je fais une petite conclusion, vous avez un acteur monopolistique et on n'a pas forcément accès à l'audit de coûts en face et il n'y a pas de conseil pour objectiver et offrir une vision à 360 degrés sur la conception et la sécurisation des titres français. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ces éclairages, pour votre témoignage. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes à votre disposition, évidemment, pour poursuivre nos échanges, en particulier les échanges de documents. Nous allons en demander aussi un certain nombre à d'autres acteurs sur ce sujet et sur les autres que nous avons pu évoquer depuis maintenant plus de 2 mois. Donc merci à vous et bravo de faire rayonner notre pays
à travers le monde, à travers aussi votre engagement, celui de vos équipes, votre savoir-faire. Merci à vous. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénateurs, merci.